deux mots, à introduire alors le professeur Namur. Yves Namur est né à Namur. En 1952, il est médecin, il est éditeur, le taillis-pré, auteur de plusieurs anthologies, de nombreux livres d'artistes et d'une quarantaine de recueils. Parmi ceux-ci, Les ennuagements du cœur, La tristesse du figuier, prix Mallarmé 2012, Ce que j'ai peut-être fait, Les lèvres et la soif, ou n'est-ce que ça, tous parus chez Lettreville, chez Afflin et publié en 2021. Dites-moi quelque chose, et ainsi parlait Maurice Médéric. Élu à l'Académie en 2020, il en est secrétaire perpétuel depuis janvier 2020. Il est également membre de l'Académie Mallarmé. Au-delà de cette présentation académique, je voudrais dire qu'Yves Namur est un clinicien, médecin de famille estimé, attentif au bien-être de ses patients et également excellent organisateur de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Mais il m'a demandé d'être bref et il m'a écrit spécifiquement « N'hésite pas à me circoncire, il faut être bref ». Vous voilà donc circoncis, chers collègues, vous avez la parole. Merci Jean-Michel, je dois avouer que c'est sans douleur. À la demande de Jean-Michel Fouadard, mon sujet, c'est un sujet généraliste intitulé « Ces médecins qui hantent la littérature ». Ils sont nombreux, ces médecins qui hantent ou habitent la littérature, qu'ils soient eux-mêmes praticiens et écrivains, qu'ils soient les sujets des romanciers et dramaturges, qu'ils soient encore de ces écrivains médecins qui se plaisent à mettre en scène des confrères tout droit sortis de leur imagination. Parmi ceux-là, et sans être exhaustif, citons certes Rabelais et son Pantagruel, mais aussi Victor Ségalen, médecin de marine, sinologue, ethnologue et auteur de nombreux essais et romans, dont Stèle et René Leys. Georges Duhamel, qui fut le secrétaire perpétuel de l'Académie française entre 1944 et 1946, auteur de la Chronique des Pasquiers, et de cet essai « Paroles de médecin », ouvrage dans lequel il exhorte les confrères à plus d'humanisme. Citons encore Louis-Ferdinand Céline, hélas, antisémite notoire, et qui se compromit largement durant la Seconde Guerre mondiale. Mais, qu'on le veuille ou non, le docteur Destouches est l'auteur de Mort à crédit ou du Voyage au bout de la nuit, l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Quant à Jean Reverzy, rescapé du camp de Mauthausen, il est l'auteur d'un livre étonnant, émouvant, Place des angoisses, mais aussi de passages qui lui avaient valu le prix Renaudot en 1954. Et j'avais passé sous silence Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, mais aussi l'auteur de Sous la lampe rouge, contes et récits de la vie médicale. Vous le devinez, ils ne sont pas rares, ces médecins écrivains, et vouloir en dresser une liste offrirait une trop grande place à l'oubli. Ainsi, notre Académie royale de langue et de littérature française de Belgique a, par le passé, compté 2 médecins en son sein. Louis Delattre, qui fut entre autres médecin à la prison de Forêt, chroniqueur hygiéniste à Liénère, romancier étiqueté régionaliste, auteur du Côté de l'ombre, et d'autre part, Georges Marleau, poète classique, dont seul un square à lui tout semble se souvenir. Aujourd'hui, 2 médecins occupent au sein de cette même académie un siège. Il m'aurait fallu ne pas négliger non plus le poète des romanciers haïtiens, Jean Métellus, neurologue et spécialisé dans les troubles du langage, ou Laurent Gaspard, originaire de Transylvanie orientale, qui exerça comme chirurgien à l'hôpital français de Jérusalem jusqu'en 1970-1970, puis à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis avant de s'installer en 1995 à Paris et de s'intéresser aux neurosciences. À Laurent Gaspard, dont l'œuvre est publiée chez Gallimard, je citerai volontiers Sol absolu et les carnets de Patmos, et qui notait dans ses feuillets d'observation ceci, je cite, « La médecine tend à prendre toute la place dans mon quotidien. Elle s'insinue juste dans le sommeil.
On ne négocie pas avec l'urgence, mais plus on est bousculé, plus il est impérieux de s'arrêter, de regarder, de s'aérer. Le temps de noter une idée, un étonnement, ces feuilles sont une façon de respirer. C'est également fort à propos que notre confrère Pierre Mertens, dans une communication que je vous recommande, intitulée Plume et scalpel, disait « La littérature doit décidément avoir un compte à régler avec la médecine. Comment l'écriture ne réagit-elle pas tel un sismographe aux secousses, aux traumatismes, aux fièvres, aux virus qui saccagent le corps et mettent la psyché à l'épreuve ?» C'est écrit en 2002. De qui, dans leur vie de tous les jours, s'entretiennent le plus volontiers les hommes depuis les temps les plus reculés et sur toute la surface de la Terre? De leur santé et de ce qui la menace, ou l'assure, ou la nuit, ou la conforte, ou la restaure. Dans les amphithéâtres académiques ou au café du commerce, c'est de cela qu'il est le plus souvent question, du dialogue que noue à chaque instant la vie avec la souffrance et la mort. Vous l'aurez compris, nos rencontres littérature et médecine ont tout pour devenir pérennes. Aujourd'hui, j'aborderai brièvement 4 représentations du médecin, dues à Brillat-Savarin, Thomas Owen, quelques mots, Anton Tchekhov et Pierre Mertens. Brillat-Savarin, dans son livre intitulé Physiologie du goût, pour situer ce livre, sa sortie en 1825, soit peu de temps avant le décès de l'auteur, écrit que, je cite, « Les chers médecins sont d'autant mieux accueillis que la santé qui est sur leur patronage est le plus précieux de tous les biens. Ainsi, sont-ils enfants gâtés dans toute la force du terme. » Et quelques lignes plus loin d'ajouter « L'espérance les tourne par la droite, la reconnaissance par la gauche. On les embête comme des pigeons. Ils se laissent faire. Et en 6 mois, l'habitude est prise. Ils sont gourmands sans retour. » Brillat-Savarin n'a décidément que faire des recommandations diététiques et entend du médecin qu'il ne doit pas perdre de vue, je le cite, la tendance naturelle de nos penchants. Puisque je tiens les docteurs à diplôme, dit-il, je ne veux pas mourir sans leur reprocher l'extrême sévérité dont ils jugent envers leurs malades. On a vu, ajoute-t-il, un peu de vin, une cuillère de café, quelques gouttes de liqueur, rappeler le sourire sur les faces les plus hippocratiques. Au chapitre intitulé « Méditation », c'est le chapitre 21, et de l'obésité, il dit encore ceci. « Si j'avais été médecin avec diplôme, j'aurais d'abord fait une bonne monographie de l'obésité. J'aurais ensuite établi mon empire dans ce recoin de la science et j'aurais eu le doux avantage d'avoir pour malades les gens qui se portent le mieux et d'être journellement assiégé par la plus belle moitié du genre humain. Car avoir une juste portion d'embonpoint, ni trop peu, et pour les femmes études de toute leur vie. Ce que je n'ai pas fait, un autre docteur le fera, et s'il est à la fois savant, discret et beau garçon, je lui prédis des succès à miracle. » Fin de citation. J'ignore si Brillat-Savarin eut affaire au médecin plutôt qu'au prêtre quand il quitta ce monde, mais à coup sûr, sa physiologie du goût est, comme le dit Jean-François Revel, le micelle déculpabilisant de l'épicurien modéré. Avec Jean Rey, Anne Richter, Jean-Baptiste Barognan ici présent, Thomas Owen est l'un de nos maîtres du genre fantastique. Dans un livre intitulé « Les 7 péchés capitaux », son modèle pour ne pas quitter la gourmandise, et je serai travail, n'est autre qu'un médecin aussi, appelé Igor. Le temps me fait défaut pour évoquer ce bel homme, célibataire qui avait été interne à l'hôpital Gallien et qui désormais ne vivait que pour manger. Ainsi, notre homme, lorsqu'il rentrait à la maison, s'en allait directement à la cuisine, où s'appelait Madame Palmera. Il passait, nous dit Owen, une main caressante sur le généreux derrière de l'officiante. Riait aux promesses de volupté culinaire,
soulevait le couvercle des casseroles et humait avec avidité le fumet toujours raffiné qui montait à ses narines. Sachez simplement que le maître et sa gouvernante conclurent un certain accord devant une bouteille de Chambaud de Musigny, grande année, en savourant les perdreaux fourrés d'une caille, celle-ci fourrée de foie gras, que l'habile cuisinière avait, comme à son habitude, réussi. Ne pensez pas pour autant que tous les médecins qui habitent la littérature soient gourmands. Et aussi Dimoph, personnage d'un récit intitulé La Cigale, dont je vais vous parler, est aux antipodes de ces hommes qui ont fait de la gourmandise un art de vivre plutôt qu'un péché d'église. Ce texte paru en 1892 est l'œuvre d'Anton Tchekhov, dont les pièces sont aujourd'hui encore le bonheur des scènes théâtrales. Il me suffit de vous citer Les Trois Sœurs, La Mouette, La Cerisée, autant d'œuvres où apparaissent des médecins. Un médecin militaire dans Les Trois Sœurs, le docteur Dorme, ivrogne, pathétique et propre à rien dans La Mouette. On trouve également un confrère, Michael Astroff, dans Oncle Vania. C'est qu'Anton Tchekhov était lui-même médecin, tout comme Bulgakov d'ailleurs, l'auteur de Maître et Marguerite. Né en 1860, il s'inscrit en 1879 à la faculté de médecine de Moscou et commence à exercer en 1884. Mais il était déjà l'auteur de nouvelles, les contes de Melpomène, et tout particulièrement, et il écrira aussi bientôt dans le journal de Pétersbourg. En 1890, on le retrouve en Sibérie, et tout particulièrement sur l'île de Sakhaline, où il visite les prisons, consulte et recense la population de l'île. En 1892, année où paraît La Cigale, il porte secours aux victimes de la famine qui touche alors la Russie. En 1897, il a 37 ans, il est hospitalisé pour hémoptysie et s'en ira en convalescence en Crimée. Il mourra le 15 juillet 1904 à Bad de Neueller, une station thermale d'Allemagne, alors qu'il était venu consulter un spécialiste des maladies pulmonaires. Cela dit en passant, la tuberculose est l'une des maladies à partir desquelles on aura le plus écrit. Qu'on pense à Thomas Mann et à la montagne magique, aux lettres de Franz Kafka et à ces poètes romantiques dont Keats, pour qui la tuberculose était, je cite, une variante du mal d'aimer. Dans La maladie comme métaphore, publiée en 1977, l'essayiste américaine Susan Sontag écrira que deux maladies ont subi, et d'une façon spectaculaire, l'encombrant appareil de la métaphore, la tuberculose et le cancer. Il faudrait aujourd'hui ajouter le sida et bientôt cette Covid-19. Mais revenons à La Cigale et au docteur Dimoph. C'est un récit où Tchekhov observe la confusion des relations et qui n'est pas sans rappeler Gustave Flaubert, Madame Bovary et son cocu de mari, l'officier de santé, Henri Bovary, lequel ne pouvait offrir à Emma qu'une vie monotone qui causera la perte du couple, le suicide d'Emma et la mort d'Henri après avoir découvert les lettres des amants de sa femme. Aussi Dimoph, et je cite Tchekhov, était médecin et avait rang de conseiller titulaire. Il travaillait dans deux hôpitaux. Dans l'un, il était assistant, dans l'autre, médecin légiste. Chaque matin, de 9h à midi, il se rendait en tramway dans l'autre hôpital où il disséquait des cadavres. Sa clientèle particulière était inexistante, dans les 500 roubles par an. Sa femme Olga, elle, fréquentait des gens pas tout à fait ordinaires, qu'elle s'imaginait remarquables, dont un certain Ryabowski, beau blondin de 25 ans, un autre, un homme de lettres, un miniaturiste amateur, bref, une société d'artistes, et qui, je cite Tchekhov, ne se rappelait pas l'existence du docteur, ne se rappelait l'existence du docteur qu'en cas de maladie, et à qui le nom de Dimoph n'en disait pas plus que Sidorov ou Tarasov. On l'aura compris. Olga rêvait de gloire, adorait les gens célèbres,
Et si elle disait à Dimov qu'il était un homme intelligent, un cœur noble, elle lui reprochait aussi de ne pas s'intéresser à l'art, que ce soit à la musique ou à la peinture. D'où ce dialogue du couple. « Je ne les comprends pas, disait-il humblement. Je me suis occupé toute ma vie de sciences naturelles et de médecine, et je n'ai pas eu le temps de m'intéresser aux arts. » « Mais c'est épouvantable, Dimov, répondit-elle. Olga s'embarquera sur un bateau et arrivera à ce qui devait advenir avec le blondin, vite fatigué de cette conquête. Olga interrompra sa croisière sur la Volga pour rejoindre Dimov, qui commença à se douter qu'il était trompé. Quant à son confrère, le docteur Korostelev, qui n'était pas dupe de la situation, on le retrouve souvent à la table de Dimov, parlant tous deux de, je cite, la position haute du diaphragme qui provoque parfois de l'arythmie, ou des nombreux cas de névrite qu'on observait ces derniers temps, ou encore de l'autopsie à laquelle Dimov avait procédé la veille. On avait diagnostiqué une anémie pernicieuse et il avait découvert un cancer du pancréas. On aurait dit à Tchekhov qu'il parlait médecine uniquement pour donner à Olga la possibilité de se taire, c'est-à-dire de ne pas mentir. La fin du récit évoquera la mort de Dimov qui avait contracté la diphtérie à l'hôpital en aspirant, mardi, avec un tube les membranes diphtériques d'un enfant. Pourquoi? C'est idiot. Il l'a fait comme ça, par bêtise, dira Olga, l'amie de Dimov, qui savait que la diphtérie n'était pas la seule coupable de cette mort. Olga apprendra de la bouche de ce dernier que tout le monde, sauf elle, voyait en son mari une future célébrité, de celle dont rêvait justement Olga. Le docteur Dimov, dira son ami, était une âme bonne, pure, aimante, et n'était pas un homme ni un cristal. Serviteur et victime de la science, il travaillait comme un bœuf, jour et nuit. Et lui, un jeune savant, un futur professeur, était obligé de chercher la clientèle et de passer ses nuits à des traductions pour payer ses sales chiffons. Et Korostelev regarda Olga avec haine, comme peut-être nous l'aurions peut-être fait nous-mêmes aujourd'hui. Le dernier confrère que je voudrais évoquer, trop brièvement hélas, est le docteur Gottfried Benn, à la fois personnage omniprésent des éblouissements, roman de Pierre Mertens qui lui valut le prix Médicis en 1987. Benn est aussi un écrivain allemand, né à Mansfeld en 1886 et mort à Berlin en 1956. Il est d'ailleurs considéré comme l'une des grandes figures de l'expressionnisme allemand. Et parmi les écrivains germanophones importants tels que Thomas Mann, Robert Musil ou Bertolt Brecht. En 1915-1916, il sert comme médecin militaire à l'hôpital Molière d'Ixelles, où il soigne les prostituées, assiste au procès et à l'exécution d'Edith Cavell. De retour à Berlin, il ouvre un cabinet de dermatologie au 12 Allianzstrasse et se spécialise dans les maladies vénériennes. Mais, disons-le d'emblée, Ben lui aussi s'est commis avec l'intolérable, ayant adhéré pendant 2 ou 3 années, entre 1933 et 1935, aux idées funestes du national-socialisme. Il en sera lui-même exclu et interdit de publication dès 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ben, qui a repris du service dans la Wehrmacht, manière, disait-il, aristocratique d'émigrer, est en poste dans l'Est de l'Allemagne. Pour ceux qui s'intéresseraient à Ben, il est l'auteur de Double Vie, une autobiographie publiée aux éditions de Minuit, où il tente de se justifier par ce qu'il a appelé l'exil intérieur. Mais ce dont je voudrais spécifiquement vous parler, c'est du Gottfried Benn, personnage de Pierre Mertens dans Les Éblouissements. Ce roman entre fiction et événement réel, le mentir vrai du romancier, raconte l'erreur d'une vie et la vie d'une erreur, en 7 fragments qui ne tiennent pas compte de l'ordre chronologique. Ainsi ai-je simplement relevé
quelques considérations que Pierre Mertens met dans la bouche de Gottfried Benn, évocation d'autopsie ou de la syphilis. Benn, souvenez-vous, a publié un premier recueil de poésie intitulé Morgue, fasciné qu'il avait été par les travaux pratiques d'anatomie et la médecine légale. De nombreuses pages des éblouissements sont ainsi consacrées au travail de l'anatomiste. Celle-ci, par exemple, et je cite Pierre Mertens. L'anatomiste tranche le cartilage avec une pince à os. Il déboîte les articulations, l'arbalète des clavicules au moyen d'un couteau boutonné. Le regard des étudiants plonge dans la cavité abdominale où flottent les organes, pareil à des agrumes de toutes formes, aux couleurs exotiques. Encore une fois, le voyeur pourrait s'étonner de la magnificence du spectacle. Chacun porte donc en soi, à son insu, cette cornée d'abondance. Et quelques pages plus loin, quand l'anatomiste parle, « Voyez, je tranche le mésentère tout au long de son insertion sur l'intestin. J'introduis ensuite la branche boutonnée de l'entérotum dans la lumière de l'organe et sectionne enfin le long du bord mésentérique. Considérez le travail, messieurs, de la routine. Je déracine la rate, évalue son volume, apprécie sa couleur, sa consistance. Demande au garçon d'amphithéâtre de mesurer son poids. » Dans ce livre, les maladies vénériennes ne sont pas en reste, puisqu'elles seront le gagne-pain de Gottfried Benn, qui devra bien constater un jour que, je le cite, depuis la funeste apparition des antibiotiques, les spécialistes de ma sorte ne roulent pas sur l'or. Ce qui m'amène pour conclure à une conversation entre le docteur Benn et l'une de ses patientes qu'il avait autrefois soignée pour une blénorragie. Alors, comme ça, c'est bien ce qu'on m'a dit. Tu ne roules pas sur l'or, docteur. Pourtant, 2 métiers valent mieux qu'un. Le médecin ne nourrit pas le poète, dit-il. Depuis qu'en cas de besoin, on vous traîne au bismuth pour tes petits camarades, la syphilis régresse. Il est presque superflu d'ajouter que le poète ne rapporte pas au tout-bip de quoi s'acheter ses cigarettes et son eau de toilette. Les choses n'ont pas changé. Le poète ne nourrit toujours pas son homme et la médecine reste un art que j'espère avoir exercé avec humilité, parfois ou souvent empathie, et assez de compétences pour ne pas rougir de son contraire. Je vous remercie.